consultation publique qui concerne modification des règlements 359 et 359 CE22 concernant la zone de modification de la zone I01 et la renommée M04, donc un usage industriel à un usage mixte. On va voir. Donc, ça va commencer avec notre consultant de gestion, M. Duluth. Bonsoir. Pardon? Bonsoir, est-ce qu'on m'entend bien? Bien, oui. Donc, le déroulement de la consultation, ça va être débuté avec la nature des modifications qui vont être apportées et dans le plan d'urbanisme et dans le règlement de zonage, une explication de la procédure. Il va y avoir une présentation du projet par le mandataire du promoteur. Ça va être suivi d'une période de questions. Donc, si on peut aller voir la diapo suivante, on va voir la première modification qui est apportée au plan d'urbanisme. Donc, ici, on voit l'affectation visée du secteur qui est à gauche avant la modification en affectation industrielle I. Et à la droite, après la modification, là, ça va être une affectation mixte. Cette modification-là touche le plan d'urbanisme. Donc, simultanément, il va y avoir une modification du règlement de zonage pour faire une concordance à cette modification-là. Donc, si on va voir à la diapositive suivante, on va voir la zone qui est présentement la zone I01 va devenir la zone M04. Donc, dans cette zone-là, il y a des usages qui vont être ajoutés, quelques-uns qui vont être modifiés pour avoir des usages mixtes dans le secteur. Dans un second temps, on va faire une section dans le règlement de zonage pour encadrer et autoriser les projets intégrés dans la zone. Donc, si on va voir à la diapositive suivante, on va encadrer le nombre de logements, le pourcentage d'occupation au sol, l'implantation des bâtiments, les pourcentages d'espaces verts et de conservation, le stationnement, les allées de circulation, les espaces communs. Puis, on va avoir aussi des normes sur les bâtiments accessoires. Si on parle de procédure, là, ici, on est dans une modification simultanée du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme. Donc, il va y avoir une concordance qui est effectuée entre les deux. Donc, la première étape est déjà franchie. Si on va voir à la suivante. Donc, les projets de règlement ont été adoptés à une séance ultérieure. Donc, l'avis de consultation publique a été fait. Ce soir, c'est l'assemblée de consultation. Par la suite, il va y avoir un avis de motion et l'adoption finale des règlements. On va voir plus tard, mais la municipalité a décidé de faire 2 consultations publiques pour avoir vraiment le pouls de la population face au projet. Donc, une fois que les règlements vont être adoptés, on peut voir à la diapositive suivante là, que simultanément, là, il va y avoir les recours possibles à la commission municipale pour voir si la concordance est juste. Et de l'autre côté, on va avoir la conformité de la MRC à aller chercher face au schéma d'aménagement. Donc, par la suite, il va y avoir une entrée en vigueur si le tout est jugé conforme des deux côtés. Par la suite, il va y avoir un avis d'entrée en vigueur puis un envoi de résumé là, de la modification aux municipalités voisines et à la population. Donc, si on parle des prochaines étapes, là, on voit que l'adoption des projets de règlement a déjà été faite, que ce soir, on est dans la première consultation publique. Par la suite, il va y avoir des modifications ou non des projets de règlement. Par la suite, il va y avoir une deuxième consultation publique, l'adoption finale des règlements. Il va y avoir un avis public pour le recours possible à la CMQ. Puis, il va y avoir l'avis de conformité par la MRC par la suite pour une entrée en vigueur si le tout est jugé conforme.
Donc, on va avoir, avant la période de questions, le promoteur, le mandataire du promoteur qui va faire une présentation sur le contenu exact du projet. Monsieur Gauthier, Oui, bonjour. voulez-vous Est-ce que c'est... avoir accès Allez-y. S'il vous plaît. Je vais projeter mon écran. Je pense que ça va être plus simple. Je pense qu'il faut que vous activiez là, le partage d'écran pour moi. Voilà. C'est fait? Oh. Il faut que je vous mette comme co-host pour pouvoir le faire, je pense. On va arrêter celui-là. Non, c'est... Ouais. Je vais faire un partage d'écran. Ah, je pense que ça a marché. Vous êtes trop haut, là. Parfait. Donc, je me dire si vous voyez mon écran. Oui. OK, parfait. Super. Bien, en premier lieu, je vous remercie beaucoup de nous donner l'opportunité de présenter le projet Communitas aux citoyens. Je pense que c'est une bonne opportunité de bien discuter du projet, puis de aussi être en connaissance de cause vraiment des détails du projet. Je pense que c'est un projet qui est un peu différent d'un projet qui est conventionnel, donc je pense que ça vaut encore plus la peine de mettre l'accent là-dessus. Je vais commencer la présentation de maintenant. Donc, en fait, localisation du projet, bon, je pense que vous le savez déjà un peu, mais il y a quand même une situation, une localisation qui est très enviable là, à Burkhorn. Je pense que c'est bien de le rappeler. On est à proximité des frontières canado-américaines. On est à 10 minutes en voiture ou 30 minutes de vélo du village de Sutton. Puis, on est aussi à 35 minutes en voiture de OZ, donc qui est une destination, je dirais, touristique. Donc, on est quand même très, très bien situé au niveau des cantons de l'Est. Je vais passer à la partie réglementaire. Je pense qu'on vient tout juste d'en parler, là. Je vais tout de suite passer au concept. Je dirais qu'il vaut la peine d'être discuté. C'est un concept qui s'éloigne beaucoup d'un développement, je dirais, traditionnel. Donc, un développement traditionnel, Est-ce qu'on peut te demander de se présenter? Je n'ai pas compris. C'est quoi son rôle? Ah oui, pardon. Mon Dieu, effectivement. Moi, je m'appelle Benjamin Gauthier. J'ai été mandaté par M. Benoît Larry, qui est le propriétaire du terrain et le développeur du terrain. Puis, en fait, je suis urbaniste. Donc, on nous a mandaté, la firme du Haut, pour l'accompagner dans le développement immobilier, finalement, et la mise en valeur de son terrain. Donc, finalement, ça, c'est une présentation du projet de développement. Puis de cette présentation-là qu'on a faite déjà auprès des élus et tout, on en est venu à faire des modifications réglementaires pour finalement voir la possibilité si le projet pourrait être réalisé finalement sur le terrain de l'ancienne scierie. Voilà. Donc, désolé, je continue, là, je sors du coq à l'âne, mais j'attirais votre attention vers la figure 1. Donc, comme je disais, bon, le concept s'éloigne d'un développement qui est traditionnel, donc ou conventionnel. Là. Donc, ici, on voit à droite un peu une image d'un développement conventionnel qui est une rue avec des stationnements, des bâtiments résidentiels unifamiliales isolés, soit donc des maisons, un peu comme on peut retrouver, par exemple, à Burkhorn. Bien, nous, je dirais le concept, la base, se base sur un modèle qui est déjà bien implanté en Europe, je dirais, mais qui prend un peu de l'essor aussi en Amérique du Nord puis au Québec, qui s'appelle la cohabitation ou le co-housing, qui en gros, en fait, l'idée, c'est c'est le vivre ensemble. C'est un projet, en fait, qui développe des territoires puis des zones qui sont collectives, des espaces qui ne sont pas nécessairement seulement privatifs avec une rue et des stationnements. Donc, en fait, on délaisse l'automobile à l'entrée du projet. On donne accès finalement aux habitations avec des mobilités douces qu'on appelle, donc des transports actifs. Puis, on donne aux citoyens des zones collectives où les gens vont pouvoir se rencontrer, échanger, partager.
Donc, on est vraiment, je dirais, à l'opposé d'un développement conventionnel comme on peut retrouver. Donc, finalement, on vient avec un développement qui est plutôt à échelle humaine. Puis, on met l'emphase vraiment sur les rencontres, la socialisation. Je peux tout de suite passer à l'autre ici. Donc, sinon, le concept d'habitation, en fait, dans le projet, on va avoir deux typologies principales. On va avoir une typologie qu'on appelle, nous, qu'on a développé une maison compacte. Donc, en fait, c'est une maison de petit format, je dirais, unifamiliale isolée. Donc, mais plutôt de petit format au niveau des superficies planchées. Puis la deuxième typologie, c'est des multifamiliales de 4 logements de 2 étages de haut. Donc, au niveau des maisons compactes, on va la détailler un petit peu plus, ça va me donner une idée. Bon, on a observé une forte tendance, on observe une forte tendance pour les habitations de petits formats de plus en plus. Également, au niveau de l'abordabilité, bon, avec le marché immobilier qui est assez effréné, je dirais, plus particulièrement dans les zones périurbaines, bien, ce type d'habitation-là vient pallier un peu à ça en donnant accès à la propriété d'une maison familiale isolée à moindre coût, je dirais, qu'une maison de 2000-2500 pieds carrés. Puis également, on comprend également qu'il y a une modification aussi des comportements des acheteurs aussi. On veut essayer de réduire au maximum son empreinte écologique. On s'en va vers cette tendance-là, je vous dirais. Puis, il y a le phénomène de la décroissance aussi qui rentre un peu en jeu. Donc, l'idée, c'est de réduire les superficies habitable, de réduire finalement sa consommation parce qu'on sait qu'avec ce rythme-là, bien, la planète risque fort probablement de désagréger. Puis on le voit déjà les effets, je dirais, on les sent déjà, je dirais. Puis bon, l'engouement pour la mini-maison est une réponse à la problématique de consommation puis d'accès à la propriété. Là, je vous rassure, ce n'est pas une mini-maison, ce sont des maisons de petite superficie. Fait que là, je vais la détailler, mais on parle d'une maison qui a 640 pieds carrés au sol, mais qui a des superficies planchées qui varient entre 832 pieds carrés et 1152 pieds carrés. Donc, en fait, je dirais que le mot d'ordre de ce type d'habitation-là, c'est l'efficacité. Donc, on veut réduire au maximum, je dirais, les matériaux. On veut réduire les déchets au niveau des chantiers, au niveau des coupes de bois. On veut utiliser des écomatériaux qui vont être favorisés. Puis aussi, toutes les maisons, comment on les a implantées dans le projet de développement et les multifamiliales d'ailleurs, sont tous implantés plein sud pour favoriser finalement une fenestration qui est plein sud. Donc, utiliser l'énergie du soleil finalement pour chauffer l'hiver, par exemple. Juste la manière de bien l'orienter, faire en sorte qu'on vient diminuer significativement, je dirais, la facture d'électricité. Donc, voyez un peu le principe. On veut se diriger vers quelque chose d'un développement qui est plutôt écologique, réduire l'empreinte carbone du développement comparativement à un développement qui est plutôt conventionnel. La deuxième typologie, en fait, ici, on a d'autres types d'habitation qu'on a développées. Puis là, vous comprendrez que ça, c'est une idée à quoi ça pourrait ressembler. Ça vous donne seulement une idée. Donc, les modèles pourraient être appelés à changer. Là. On n'est pas des architectes. Là. On a développé ça avec un architecte, mais ça reste, je dirais, très préliminaire. Comme vous le voyez, il n'y a pas de revêtement extérieur, rien. C'est juste pour vous donner une idée un peu des superficies de bâtiments qui pourraient être observés dans le développement. Sinon, au niveau de la deuxième typologie, on parle de multifamilial de 4 logements, de 2 étages de hauteur. Donc, on vient s'intégrer dans le cadre bâti existant qui a 2 étages également. Donc, ça ne va pas clasher, je dirais, avec des triplex de 3 étages, peu importe. Là. On est vraiment dans du 2 étages. Puis, ce bâtiment-là qu'on a utilisé type, là, le bâtiment multifamilial de 4 logements, il y a 2 logements de 1200 pieds carrés et 2 logements de 780 pieds carrés. Bon, c'est important aussi de voir le nombre de logements de multifamiliales versus de maisons compactes et peut-être appelé à changer dépendamment de la demande qu'il va y avoir au niveau du projet. Mais l'idée, c'est que ce qu'on vous présente vous donne une très bonne idée à quoi ça pourrait ressembler le projet immobilier. Je vais tout de suite passer au plan et je vais vous l'expliquer un peu au fur et à mesure par zone. Au niveau de l'accessibilité du projet, le seul accès véhiculaire se fait par Thibault Sud. On a également un accès piéton qui se fait par Kindlen également.
Au niveau des zones de développement, en fait, je dirais que le projet est développé en 4 zones. Se développe en 4 zones. Il y a les zones habitables, donc qui sont les zones finalement où on voit les bâtiments en blanc, là. Donc ici, on a une zone ici, une zone ici, une zone centrale et une zone ici en périphérie. Ça, c'est les zones habitées. On a la zone collective, qui est la zone ici, donc à l'extrémité ouest, au centre-ouest, je dirais, du projet, près de la 139. On a également les stationnements collectifs qui sont à l'entrée du projet, concentrés à l'entrée du projet. Puis au pourtour, on a des espaces de conservation, donc des espaces où on a gardé des massifs boisés d'intérêt. Finalement, l'idée, ce n'est pas de faire un développement en déboisant le tout. L'idée, c'est de s'intégrer puis de s'envelopper d'une canopée végétale, je dirais, qui viendrait vraiment faire un genre de cluster, je dirais, du projet. Donc, voilà les 4 zones. Je vais les détailler un petit peu plus. Mais en gros, le plan d'implantation préliminaire que vous voyez à l'écran s'organise autour de 4 principes. La création d'un espace collectif qui est au cœur du projet et la création d'une zone de stationnement collectif qui dessert une zone habitée accueillant les habitants et les visiteurs. Au niveau de la zone habitée, on a 10 multifamiliales, qui sont les gros carrés blancs, en fait. Donc, pour un total de 40 logements en multifamilial. Et on a également 33 maisons compactes qu'on voit ici là, avec les différents modèles qui sont plus petits. Donc, on a un total de 73 logements. Ça donne environ une densité à l'hectare. C'est souvent, quand on parle de densité, on parle de nombre de logements à l'hectare. On a 23,3 logements à l'hectare. Au niveau des accès piétons et de sécurité, c'est tous les accès que vous voyez, la ligne brune, en fait, ce sont les accès piétons et de sécurité. Le concept du projet, c'est qu'aussitôt qu'on arrive dans le projet, je l'ai un peu dit au début, mais aussitôt qu'on arrive dans le projet en voiture, on se stationne. Et à partir de ce moment-là, tous les déplacements à l'intérieur du projet vont se faire à pied, à vélo, peu importe le moyen utilisé. On veut vraiment donner l'espace qui normalement est utilisé pour la rue, pour les véhicules, aux piétons, à l'échelle humaine, dans le fond, au niveau des humains, en fait. On veut redonner l'espace normalement qu'on perd aux piétons. On veut créer des espaces de rencontre à l'intérieur de ces accès-là. Mais ces accès-là ne sont pas nécessairement que pour les piétons. Bien entendu, il y a un aspect de sécurité qui est extrêmement important dans le projet. Donc, vous comprendrez qu'on a une largeur de 6 mètres. Toutes les voies que vous voyez en brun, ce sont des voies carrossables qui sont empruntées notamment pour les véhicules d'urgence. Donc, que ce soit pompiers, ambulanciers et policiers, par exemple. Mais également, si on a un déménagement ou quoi que ce soit, c'est carrossable. On ne fera pas, je veux dire, l'idée, ce n'est pas de déménager à 70 mètres de là. Donc, voilà. Ça, c'est les 2 fonctions, je dirais, de ces accès-là. Au niveau de stationnement, on a prévu 1 case et demie par logement. Donc, on essaie de réduire ça au maximum en respectant, bien entendu, la réglementation municipale. Puis, on a également prévu 0,2 cases de stationnement par logement pour les visiteurs. Donc, ça nous fait un total de cases de stationnement. Désolé, je l'ai ici dans le tableau. Ça nous donne 126 cases de stationnement au total. Également, on a aux extrémités, on a les bacs de gestion de matières résiduelles également qui vont être là. Sinon, au niveau de la zone collective, en fait, la zone collective est ici au centre. Là, on a mis une panoplie de choses, mais l'idée, en fait, ça va être les citoyens les futurs citoyens qui décideront qu'est-ce qu'ils veulent avoir là. Mais l'idée, c'est qu'il y a un gros espace, ça représente environ c'est 11,6 % du terrain est un espace collectif dédié aux citoyens, puis c'est des espaces de rencontre. Là. Nous, on a mis un jardin extérieur, on a mis un poulailler, mais ça peut être absolument n'importe quoi, des jeux pour enfants ou des espaces de rencontre. L'idée, en fait, c'est qu'on ait un endroit où les gens peuvent se rencontrer, peuvent produire ensemble quoi que ce soit, échanger, donc à cet emplacement-là. Puis,
aussi, au niveau des espaces de conservation, on a la zone conservée représente 13,9 donc, en fait, la zone conservée, c'est 13,9 la zone d'espace collectif, c'est 11,6 donc, en gros, on développe 74 du site. Mais le reste, c'est des espaces verts, en fait, ou de conservation ou de plantation aussi. Également, on va venir planter aussi à l'arrière des bâtiments aussi parce que là, il n'y a pas d'arbres existants. Donc, en fait, essentiellement, c'est pas mal ça. Ah oui, au niveau des stationnements aussi, là, probablement il va y avoir des questions là-dessus. Tout le monde va dire, mais tu vas te stationner puis tu vas te rendre à ton habitation, mais c'est beaucoup plus loin. Mais on a fait le calcul, puis je dirais la distance la plus loin qu'on a enregistrée, c'est 70 mètres, ce qui équivaut à environ à 230 pieds. Ça équivaut à 1 minute de marche. Sinon, je dirais qu'en moyenne, on parle de plutôt 36 secondes de marche entre le stationnement, entre la case de stationnement d'un résident et sa résidence. Ce n'est pas très significatif, là, 36 secondes de marche, en tout cas à ma connaissance. L'idée aussi, c'est d'avoir une saine habitude de vie, de faire en sorte que les personnes peuvent marcher et tout en préservant sa santé. L'idée, c'est de prôner l'activité physique au détriment de se stationner directement à la porte. Là. Donc, c'est un peu vers cet esprit-là que Communitas se dirige. Mais voilà, c'est à peu près ça la présentation du projet. D'accord, merci M. Gauthier. On va passer à la période de questions dans ce cas-là. Y a-t-il des gens dans la salle qui avaient des... On a des questions. On va commencer avec M. Parent. Je peux donner la parole. Je me demandais, on parle d'abordabilité, la question de logement abordable est inévitable dans la région. À combien vous pensez que peut se détailler une maison unifamiliale? Sous question, à combien on pense offrir un loyer dans les logements multifamiliaux? Et puis, quelle sera la forme de propriété des logements que vous proposez? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui. En fait, on n'a pas de chiffres encore, je dirais, à cette étape-ci au niveau des prix de vente là, des différentes unités qu'ils vont avoir, malheureusement. Je peux pas j'aime mieux pas répondre à ça parce que j'ai aucune idée au niveau des prix et des locations. Je pense que ça va dépendre vraiment du marché à ce moment-là. Puis surtout que le marché immobilier est tellement évolutif, puis les coûts de construction évoluent tellement rapidement, c'est très difficile de mettre un prix en ce moment. Puis même si je prix-là dans 1 an, la construction va commencer, là, je dis n'importe quoi au niveau des délais, mais quand dans 1 an, par exemple, ça va commencer, peut-être que les prix de construction vont exploser, puis ça ne sera pas juste que ce que je vais vous avoir dit. Là. Donc, j'aime mieux me retenir à ce niveau-là. Par contre, au niveau de la tenure, ça sera une copropriété. Donc, en fait, chacun, comment ça fonctionne, c'est si vous n'êtes pas familier, je vous l'explique brièvement. Tu sais, un projet intégré, en fait, c'est ça que ça réglemente, en fait. C'est que chacun a son bâtiment, comme un condo, en fait. Chacun a son bâtiment, son petit espace privatif autour de sa maison. Et il y a des espaces communs que tout le monde va payer, finalement. Tout le monde se divise les frais, que ce soit les frais de déneigement, les frais d'entretien paysager, la coupe de gazon et tout ça. Donc, voilà. Dans le même sens que M. Parent, si on pense à l'abordabilité, est-ce que vous pouvez avoir dans les prochains mois de développement de projet, est-ce que vous pouvez avoir une échelle de prix pour savoir combien coûteront ces copropriétés-là avant une deuxième consultation publique? Est-ce que vous ça entendez, reste... M. Gauthier? M. Gauthier? Oui, ben, en fait, je vais devoir voir avec le promoteur, là, moi, c'est pas ma place à dire ça. Là. Moi, vous comprendrez que je suis urbaniste, je suis pas évaluateur immobilier. Là, donc mais écoutez, s'il y a des chiffres, des estimations à avoir, je vais en parler, puis on vous les présentera dans la deuxième consultation publique. D'accord. Mais je vais vous dire qu'aujourd'hui,
Moi, je veux construire un garage, là, et puis le prix des matériaux ont triplé depuis décembre. Et il n'y a plus personne qui fait des prix, là, ça ne fait vraiment pas d'allure. Les prix de matériaux vont attendre 6 mois seulement depuis 2 ans. Et il ne faut pas s'attendre à ça. OK. Deuxième question, est-ce que c'est un site qui contaminé la série? Est-ce que c'est quelque chose? Je ne sais même pas ce qu'il y avait avant. Est-ce que c'est contaminé, ce site-là? Le site a été identifié comme étant contaminé. Il y a un processus de décontamination qui est en cours ou qui va être connecté prochainement. OK. Et les frais sont payés par, j'imagine, le promoteur? Promoteur, Bien sûr. Ma dernière question, c'est concernant tout le système d'égouts, d'aqueduc, tout le service d'aqueduc va être, c'est énorme, c'est quand même 73 unités de logement. Ça va être payé par qui ces frais-là? La portion sur le terrain va être payée par des promoteurs, des développeurs. Et sur la rue Thibault, ça va être. Sur la rue Thibault, on a fait nos vérifications avec la compagnie qui a, quand on a fait le réseau, et on a un réseau qui est de 6 pouces. Les égouts, c'est 6 pouces. Ça, 6 pouces, je pense. Oui, 8 pouces. 6 pouces. Bon, 20 cm. Et c'est suffisant pour jusqu'à 150 maisons. Puis aujourd'hui, il y en a à peu près une vingtaine dessus. Donc, l'encadrement et la capacité de notre système de traitement est utilisée. Les statistiques, on les a sorties par la firme Aquatec et les firmes, c'est utilisé environ à 26 %. Donc, on pourrait quadrupler les 90. Aujourd'hui, on a 99 maisons sur le réseau. On pourrait potentiellement se rendre à pas loin de 400 et encore avoir la capacité. Ça, c'est considérant l'utilisation moyenne actuelle. Pour ce qui est de l'aqueduc, encore une fois, on a une capacité d'extraction d'eau de tant de mètres cubes d'eau par jour et on pourrait tripler ce qu'on utilise pour actuellement. Donc, encore une fois, on est la capacité de bien desservir le projet. Sans modifier rien. Sans modifier rien. Sans Même couper. pas sur la rue de l'âme. Vous ne touchez plus à ça. La petite de Reine, Vous ne passez plus d'égout, vous ne passez plus de service. la situation de Reine doit être faite pareil. Il y a quand même beaucoup de construction. Mais là, on parle de. Là, si on se concentre sur le projet, là, le projet, il va se rattacher par le Thibault Sud. Et les frais sont aux promoteurs, développeurs, et l'embranchement sur Thibault Sud se fait tel que sur le réseau qu'on a actuellement. Sans modification. Sans modification. OK, merci. Oui, concernant le trafic automobile, on parle quand même de 120 quelques nouvelles places de stationnement. Donc, on peut penser peut-être une centaine de voitures qui vont s'ajouter dans le village. Considérant ça, pourquoi ne pas avoir fait l'accès par la 139 plutôt que par Thibault Sud? Parce que le ministère des Transports ne le permet pas. Donc, c'est obligatoirement par Thibault Sud. Exactement. Parce que les promoteurs, c'était leur choix initial, là, c'était de passer par le 139. Et non catégorique. Merci. C'est vous êtes monsieur? Combien? Merci. Non, monsieur. Quel type de clientèle est visé par ce projet? Sont des livres? Ça, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas s'il y a des études de marché qui ont été faites. Monsieur Gauthier. Vous comprenez, M. Gauthier? Oui, j'ai compris. En fait, il n'y a pas d'étude de marché qui a été faite encore, mais clairement, au début, je pense que je ne l'ai pas mentionné, mais je pense qu'on s'adresse à une clientèle, je pense qu'il y a un souci clairement écologique, désire diminuer son empreinte écologique au maximum au niveau de son habitation. C'est des gens aussi qu'on veut interagir et vivre en communauté. C'est tout ce sentiment-là, mais
le type de clientèle, écoutez, je crois que ça va se placer au fur et à mesure de l'avancée du projet. Voilà. Merci. Je vois M. Duquette qui a une question. M. Blanchette, excusez. M. Blanchette? Oui, excusez-moi, j'essayais d'enlever. Oui, donc merci pour cette présentation. Que j'ai l'impression qu'il se dirigeait, que la présentation était plutôt faite pour intéresser les gens qui allaient éventuellement habiter, mais peut-être pas, se dirigeait peut-être pas aux citoyens qui sont déjà les résidents de la ville. Et le monsieur qui a posé la question là, sur la circulation, ça me semble déjà extrêmement pertinent comme question. Je suis conscient que l'enjeu, comme vous l'avez mentionné, c'est d'augmenter un peu la densité du village. Là, on me semble créer, c'est absolument faramineux comme ajout de densité et l'impact que ça va avoir, entre autres, justement, sur la circulation sur la rue Thibault, mais aussi tous les voisins qui sont là autour. Ça va vraiment fondamentalement changer, c'est certainement la façon dont eux vivent dans le village. Donc, je suis juste, je me questionne simplement sur pourquoi, dans ce désir là, d'augmenter, entre autres, l'assiette fiscale du village, mais bon, d'attirer des nouveaux résidents, on se trouve à aller à un tel extrême et non pas de faire une approche plus graduelle où on ajoute des maisons, mais pas simplement, ça me semble absolument... on va quoi, doubler la population du village? À peu près du cœur du village avec ces deux projets-là? C'est à peu près ça, là? Approximativement ça, oui. C'est quand même un peu considérable comme pour se lancer dans la nouvelle, pour tirer parti de la frénésie immobilière, on va doubler la population. Enfin, on va avoir l'occasion d'en reparler, là, mais je fais juste noter que ça me semble laisser justement à des promoteurs immobiliers des décisions qui vont impacter absolument tous les résidents du village pour le futur. Merci. M. Gauthier, voulez-vous commenter? Oui, s'il vous plaît. Ben, je comprends votre inquiétude puis, au niveau de la densité. Puis, bon, effectivement, le village d'Abercorn a une situation particulière de faible densité et tout, typiquement d'un village. Par contre, je crois que le projet qu'on propose n'est pas nécessairement... je crois que ça s'intègre bien au niveau de la densité comparativement à un projet, par exemple, là, de triplex en rangée. Là, ça deviendrait, dans ma tête à moi, un développement qui serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dense. Moi, je pense que c'est une belle alternative au village. Puis malheureusement, les villages ou les petites villes, comment ils sont conçus, comment ils ont été conçus dans les années 60-70, c'est plus nécessairement un modèle qui est viable économiquement pour une ville. Parce que tous les frais augmentent, mais il n'y a pas de rentrée d'argent parce qu'il y a tellement de faible densité que c'est très difficile aussi à payer les infrastructures. Donc, je pense que ce modèle-là vient pallier. Puis aussi, la manière qui est organisé, le développement, ça va toucher quoi? Même pas, je veux dire, il y a une maison au bout de Kendallin, il y a une autre maison au coin de Kendallin-Thibault, sinon il y a la scierie, il y a un bâtiment industriel, puis un vieux bâtiment délabré à côté, là. Donc, ça va toucher 4 bâtiments limitrophes. Moi, je pense que c'est un super bon secteur. Puis, c'est une terre qui était contaminée. On vient la décontaminer. Donc, moi, je dirais, mais je comprends votre inquiétude, mais je pense que s'il y a un projet qui fait du sens sur cet emplacement-là, sur cette parcelle-là, c'est bien le développement, je pense qu'on vient de vous présenter. Ça aurait pu être beaucoup, beaucoup pire que ce qu'on vous a montré, je crois. Oui, Oui, je vous remercie, merci. Merci, monsieur. Allez-y, monsieur. Merci, Guy. C'est un bon point, M. Gauthier. Il dit que ça va être bien intégré, mais il faut être conscient aussi des réalités économiques. Tu sais, quand on parlait des matériaux, tu parlais, Pierre, tu sais, la capacité de taxation du village, là, on ne comptera pas les dépenses, la SQ, okay, la voirie, toutes les dépenses augmentent, okay, les pompiers, etc. On ne peut pas garder la même base de taxation du village. On peut dire on va rester notre gang, mais
on peut peut-être avoir une augmentation de 10 dans les 5 prochaines années des taxes. Il faut être conscient de ça. Tu ne peux pas avoir la poule, puis dans l'année, tu ne peux pas avoir la beurre, l'argent du beurre. Il faut être conscient que ce soit bien fait. Je pense que le projet de Benoît Adelaide, il faut être conscient que financièrement, c'est une nécessité d'augmenter la barre de taxation de l'aide. Il y a M. Lucier sur Zoom qui avait une question. Votre micro, M. Lucier. Votre micro, M. Lucier. Votre micro est pas ouvert. Excusez-moi. Bonsoir, merci pour la présentation. Quelques questions, si vous permettez. Premièrement, est-ce qu'il existe parce que là, on a eu une présentation, 2-3 pages, est-ce qu'il existe un document un peu plus détaillé qui va de plan, maquette, photo, simulation visuelle? Question, parce que là, on a vu comme un plan aérien, mais qu'est-ce que ça a l'air derrière la série? Est-ce que la série, bon, bref, je pense que ça serait intéressant pour les citoyens. J'avais oublié de me présenter, nouveau résident, je suis au 331 route 139, donc proche de l'intersection Thibault-Sud et 139. Et donc, est-ce que ça existe ce document-là ou est-ce que c'est à venir? Parce que la question qui suit, c'est, vous parliez comme d'une deuxième consultation publique. Oui, oui. Et est-ce que ça serait quand cette consultation-là? On va voir l'avancement du dossier là, avec les suggestions qui vont sortir de ce soir et voir si le dossier ça va changer. Et ce serait probablement le mois prochain. OK, donc ça vient assez vite. Et question que les citoyens aient vraiment, comme on dit, bien préparés pour ça. Est-ce qu'il est prévu qu'on reçoit comme une espèce de au moins 2, 3, 4 pages qui vraiment résume l'information, plus parce que là, présentement, visuellement, c'est pas. M. Gauthier, le document de 20 pages environ, voulez-vous qu'il soit disponible pour les citoyens? Je vais en parler à M. Allary, mais en fait, il y aurait des petits ajustements à faire parce qu'on vous avez fait une deuxième version du plan. Donc là, la première version du projet de présentation n'a pas été mise à jour avec les dernières données statistiques. Mais si M. Allary, on ne voit pas d'objection, je pense que ça serait bien de le mettre accessible à tous. Je pourrais faire une mise à jour des statistiques, puis que les citoyens peuvent le consulter. Okay. C'est ça, je poursuis si c'est possible. Donc, oui, ce serait bien, je pense, d'avoir. Et ensuite, ma question, c'est pour ce développement-là, à 70 unités, si je ne me trompe pas, et donc à au moins, plus ou moins, en moyenne, 2 personnes par unité, sinon plus avec enfants, ça fait 140 personnes. Est-ce que, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la municipalité, un peu conjointement avec ce projet-là, a comme une visée commerciale d'avoir des services au village, parce que là, c'est un peu plus de monde, comme disait monsieur, le village double, ou c'est prévu que tout le monde est dirigé vers Sutton pour ses courses, ou est-ce que la question est plus peut-être au conseil municipal ou… Pour les discussions qu'on a eues, la municipalité ne s'engagera pas à offrir des services de proximité. Donc, la municipalité n'ouvrira pas un dépanneur ou par contre, la municipalité est ouverte à encourager quelqu'un qui veut un promoteur ou un commerçant qui voudrait faire un commerce au village. Non, c'est ça, la municipalité, non, c'est ça, c'était plus quelqu'un qui prend une initiative. Enfin, la consultation publique qui va venir dans un mois plus ou moins, puis là-dedans, c'est de façon objective que je pose la question, c'est plus en termes de droits des citoyens. Est-ce que cette consultation-là publique pourrait faire venir, exemple, je ne connais pas ce processus-là, mais exemple, que les citoyens arrivent unanimement à dire OK, on trouve ça trop, ça peut-tu, exemple, baisser le nombre de logements ou
quels sont les droits des citoyens ou c'est juste que les gens occupent, il va y avoir 2-3 ajustements, puis après ça, le projet passe? C'est quoi un peu le principe de... Tu de répondre à cette question. Oui, donc le projet n'est pas assujetti aux personnes habiles à voter comme tel, mais effectivement, la municipalité voulait consulter la population en 2 temps. Donc, effectivement, c'est consultatif. Donc, il n'y aurait pas de pouvoir citoyen de pouvoir renverser le tout, mais il y a quand même une grande ouverture à l'écoute citoyenne. Merci. Dernière question, j'arrête. Est-ce que le projet a comme, j'ai peut-être manqué, mais est-ce qu'il y a une visée comme une nouvelle famille, tout ça, ou c'est comme on fait des unités, puis le reste, c'est qui arrive, qui achète, ou il y a comme une espèce de, je ne sais pas, de type il y a un type de logement qui va être développé particulièrement conçu pour les familles. Puis aussi, dernière chose, c'est qu'aussi la moyenne des logements par bâtiment, on parle-tu en gros 4 unités par bâtiment ou 6 ou 8 ou une moyenne? Là. Je termine là-dessus. Bon, premièrement, les chiffres ont été mentionnés. Donc, je pense que c'est 38 petites maisons et les autres, c'était les 4 logements. Donc, peut-être, M. Gauthier, vous pourriez confirmer ça. Là. Puis, oui, c'est 40, en fait, c'est 10 4 logements, 10 quadruplex pour un total de 40 logements, puis 33 maisons unifamiliales isolées là, de 33, fait un total de 33. Puis au niveau, là, vous dites, est-ce que ça s'adresse aux familles? En fait, ça ne s'adresse pas à une personne en particulier, je vous dirais. Les logements peuvent définitivement accueillir des familles. On a des logements dans les multifamiliales qu'on a prévu, puis c'est du 1200 pieds carrés. En d'autres, c'est 780 pieds carrés. Donc, l'idée, c'est de pouvoir desservir un éventail de personnes qui va être différent, dépendamment s'ils veulent habiter dans quelque chose de locatif ou d'avoir une propriété unifamiliale isolée de petite taille. Puis aussi, au niveau, juste à un point, au niveau des commerces et des services, clairement, ce n'est pas la ville qui va s'agir à faire ce type-là, mais il faut comprendre que quand on met de la densité d'habitation dans un endroit, ça favorise l'intégration de commerce instantanément parce que les commerçants veulent s'établir autour d'une certaine densité, autour d'un pôle de personnes qui vont pouvoir venir faire leur achat à proximité. Une densité d'un gros développement unifamilial isolé ne va pas stimuler l'activité commerciale. Mais ce qu'on vient faire, par exemple, c'est qu'on vient mettre un pôle résidentiel avec une concentration qui est assez importante pour pouvoir générer possiblement et créer une attractivité au niveau des commerces de proximité. Donc, possiblement qu'autour de Thibault, on pourrait peut-être voir émerger des commerces. Puis les commerces sont autorisés dans la zone. C'est ça, parce que tôt ou tard, on crée un pôle, puis voilà. Ben, merci de m'accorder le temps. Merci beaucoup. Merci, M. Oui, Mme Terra. Oui, j'ai une question. Allez-y, Mme Terra. OK. Si on change le zonage et c'est plus commercial, ça va être résidentiel, donc vous n'aurez pas un dépanneur, quelque chose pour vos citoyens dans ce développement, c'est ça? Mais à Abercorn, est-ce qu'il existe d'autres terrains commerciaux pour avoir les nouveaux restaurants et dépanneurs et tout ça et tout ça? OK. Pour répondre à votre question, dans la zone, elle va être mixte et non pas seulement résidentielle. Le projet lui-même, c'est résidentiel, mais la zone va être mixte. Donc, mixte, un commerce pourrait y être en place. Et il y a d'autres zones dans la municipalité qui sont ouvertes pour des commerces également. Par exemple, l'intersection des Églises et de 139,
c'est une zone où un commerce pourrait avoir lieu. La deuxième question, c'est quand vous parlez de 70 immeubles, combien de... Tout le monde est habitué de penser à une maison avec combien de chambres à coucher. Donc, quand vous parlez de 600 pieds carrés, des choses comme ça, c'est prévu une chambre à coucher, c'est pour quelqu'un qui est célibataire ou qui prend son retrait eux-mêmes, des choses comme ça. Donc, si c'est vraiment pour les jeunes familles, combien de maisons ont 2, 3, 4 chambres à coucher? C'est ça. Voulez-vous essayer ça, M. Gauthier? Voulez-vous que... Oui. Oui, en fait, Mme Taylor, les unifamilies isolées qu'on propose, là, oui, ils ont 640 pieds carrés au sol, mais ils ont minimalement 832 pieds carrés à 1200 pieds carrés. Puis, il y a certaines habitations même qu'on a développées, là, qui est la Tea House, qu'on appelle double, là, qui est une maison qui peut être bigénérationnelle ou qui peut être aussi avec deux logements jumelés ou ça peut faire un gros logement de 2200 pieds carrés. Au niveau des chambres, écoutez, on n'a pas élaboré à ce point-là, mais je dirais que certains modèles peuvent avoir 3 chambres. Là. 3 chambres. 3 chambres à coucher. Mais comme je vous dis, c'est vraiment pour donner une idée, mais on peut penser qu'il pourra avoir 3 chambres à coucher dans certains modèles. Puis dans certains gros modèles, comme je dirais le modèle qu'on a développé, la Tea House Double qu'on appelle, qui va être dans le document de présentation, ça peut aller jusqu'à plus que 3 chambres là, amplement. C'est juste une question de densité parce que quand nous avons vu votre plan, c'est à peu près 4 fois plus dense que les résidents autour de vous sur Charpentier, Kinder Lane et Thibault-Sud. Si vous mettez votre plan sur l'écran, est-ce que c'est possible de le remettre? Oui, oui, absolument. Effectivement, on n'est plus dans des développements, pour répondre un peu à votre question brièvement, on n'est plus dans des développements conventionnels avec des grands terrains. La plupart des terrains au village n'ont probablement pas de service, donc c'est pour ça qu'ils ont besoin d'avoir des gros terrains. Mais là, nous, on a des services aqueducs et égouts. Mais ça si change aussi la donne. Si je le vois, la section sur côté 139, vous avez, je ne sais pas, un petit lac, une piscine, c'est quoi ça, tous les meubles-là? Oui. Ça, c'est la zone collective. Écoutez, ça, c'est on a placé des choses on a placé des éléments comme un parc. Là, il y a un bassin de rétention, par exemple. C'est un petit bassin de rétention là, qu'on a mis là parce que c'est le point bas du terrain pour récolter l'eau de pluie qui peut être utilisée à différentes choses. Mais comme je dis, c'est vraiment... Allez-y. C'est comme une structure blanche qui est longue. Est-ce que ça, c'est comme une pas centre communautaire, mais une maison communautaire ou quelque chose comme ça? Comme je vous dis, je veux vraiment mettre l'accent, ça va être les futurs citoyens qui vont se rendre, qui vont accéder à ça, qui vont décider. Mais le long bâtiment que vous voyez ici, c'est une serre qu'on a mis, par exemple, avec un jardin extérieur. Ça, c'est un espace qui était collectif pour les gens, là, que ce soit cuisine collective et tout. Mais c'est vraiment pour donner une idée qu'il y a plusieurs choses qui peuvent s'opérer là, dépendamment des désirs des futurs résidents. Mais le but de ça, c'est le cœur du projet, c'est l'espace de rencontre, c'est l'espace où les gens vont échanger. Ça intéresse probablement tout le monde. Donc, au but de votre projet, côté sud-est, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près combien de pieds
entre ces maisons-là? On a mis 4 mètres entre chaque bâtiment, sauf que la réglementation municipale est La petite salle nègre, là. là de ça. 4 mètres entre chaque bâtiment? Oui. Oui. Mais comme je vous dis, la réglementation municipale, on est en train de travailler avec la ville là-dessus, puis il y a peut-être des ajustements qui vont avoir lieu, mais je crois que la réglementation nous dit 6 mètres. Donc, probablement qu'on aurait moins d'unifamiliales isolées si on applique cette marge, cette distance entre les bâtiments. Je vais peut-être rajouter le projet de règlement qui a été déjà adopté. Là, on parle de 7 mètres entre les bâtiments. Voilà, merci. 7, OK. Et juste une suggestion, mais Abercorn est loin de tout le monde. Donc, au minimum un auto chaque maison. Et la plupart du monde a 2 autos. Donc, je pense que vous auriez plus de place pour stationner. C'est juste une suggestion. OK, merci beaucoup. Madame Mizna? Oui, ben, c'est plus un commentaire. Monsieur Gauthier, vous présentez votre projet, puis là, quand vous l'avez présenté, vous parlez de façon détaillée, mais à chaque fois, vous dites tout peut changer. Donc, je trouve que c'est très difficile de se faire une idée avec ce que vous présentez, puis je souhaite que le conseil de ville, pour la prochaine consultation, que vous allez bien faire vos devoirs, on ne sait pas quels matériaux, on ne sait pas comment. Tu sais, je trouve que c'est très flou encore comme projet. Puis c'est un gros projet qui va doubler la densité, puis qui va changer carrément le cœur du village. Mais ça, je ne suis pas contre le développement, là, mais il faut bien le faire. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de zones, énormément de zones grises. Puis pour venir pour les stationnements, quand on voit que 2 maisons unifamiliales sur Kinderland, je ne pense pas qu'ils vont aller se stationner puis qu'ils vont marcher. Je pense qu'ils vont commencer à se stationner sur Thibault, sur Kinderland. Puis, on pourra faire des non-stationnements. Mais je trouve que c'est un gros projet puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de zones grises. Fait que j'espère que le conseil de ville va bien suivre, bien faire ses devoirs et s'assurer que ça se passe correctement. On peut peut-être ajouter un élément de réponse à ça. En fait, dans le règlement qui a été adopté en version projet, le projet comme tel va être soumis d'abord à l'approbation du conseil municipal avec le CCU qui va être consulté pour l'acceptation du projet comme tel. Là, on est à la modification du règlement, mais après ça, il va y avoir le projet comme tel va devoir être déposé plus en détail et accepté par résolution par le conseil, avec les recommandations du CCU, évidemment. Et je voulais aussi ajouter pour M. Gauthier que les maisons autour qui ont des grands terrains, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de service, on a tous nos services. Je vous transmets cette information-là. Réseau d'aqueduc qui date de 1948 à Abercorn. Madame? Comme vous savez, on a un gros problème d'achalandage, de camionnage sur des églises. Et ça occasionne les excès de vitesse dont on s'est parlé toute l'année dernière. C'est pour ça qu'on a demandé un incitatif comme un radar pédagogique. Là, il va y avoir encore plus de camionnage à cause de ces constructions-là. Ce qui passe par Scénic, Carrie, de Saturn, jusqu'à chez nous. Donc, il va falloir penser sérieusement à mettre beaucoup plus d'incitatifs pour réduire la vitesse. Parce qu'il n'y a pas un camion qui respecte la vitesse sur les églises Est. Je suis convaincue que malgré qu'il y aura notre radar pédagogique ce printemps, on n'aura pas une observation de la loi absolue. Donc, je pense qu'il va falloir poursuivre nos démarches, nos incitatifs pour respecter l'aspect paisible de cette portion d'Abercorn, qui est vraiment une portion de villégiature. On n'est pas sur la 139, puis les gens roulent à plus de 80 km, même dans la zone qui est à 50 km. Il y a vraiment une problématique qui va surgir et puis qui ne va pas faire plaisir à tous les citoyens qui sont sur des églises. Thibault, et Thibault. Le camionnage, ça va être achalandé. Thibault. Monsieur Gauthier, dans vos démarches, pourriez-vous valider, je sais que MTQ ne voulait pas d'entrée permanente, mais des fois, il y autorise des entrées temporaires.
Donc, pour la période d'1 an, 2 ans, pendant le gros des travaux, ça serait peut-être quelque chose à considérer. Si vous pourriez obtenir, voir s'ils sont ouverts à ça. Je sais qu'ils l'ont fait sur le boulevard Pierre-Laporte il y a quelques années. Ça change. Absolument. On pourrait voir avec le MTQ. Je sais qu'on est aussi dans une courbe de la 139, donc il y a un niveau de la sécurité, peut-être que ça peut porter problème là aussi là, d'avoir un accès à cet endroit-là. C'est d'ailleurs peut-être pourquoi il était un peu fermé, je dirais, le MTQ, mais effectivement, on pourrait, pour parler pour la construction, effectivement, ça peut être envisageable. Bon, on pourrait en parler au MTQ le moment donné, là, effectivement. Juste terminer là-dessus, c'est Oui. qu'on a un énorme enjeu de sécurité en ce moment parce que la portion de c'est une route qui est récréo-touristique avec énormément de vélos, de motos, de piétons, de courseurs. Donc, le problème, c'est qu'il y a des excès de vitesse de camions et de toutes sortes de véhicules sur cette portion-là. Si on pouvait vraiment éviter cet achalandage-là, en passant, comme vous suggérez, M. Bell, par le 139, ça changerait de beaucoup. Et on devrait même mettre des interdictions. Pardon? On devrait même mettre des interdictions de passer. Déjà de ça. Je la blague après vous. Pour répondre à sa question, de toute façon, tout le village est nos rocs. Le monde, on se peut passer à l'entrée du village à l'Oubou. Aussi, c'est tout nos rocs. Ça, ça va à la décision des 3/4, mais c'est nos rocs. Pas des églises. Pas des églises, la rue principale. Pendant la rue principale, alors, la rue Thibault. La rue Thibault, oui. L'entrée est à l'Oubou. Oui. Toutes les parts, tu peux passer à l'Oubou. Puis le développement, le monde va passer à l'Oubou du village. Ils ne font pas à la longueur du village pour sortir par le poignet 139. Il y en a qui ne sont pas intelligents, ils passent à le village pour juste le fun, pour juste passer à l'Oubou. Ils restent à l'Oubou du village, ils passent à la grandeur du village pour sortir à l'Oubou. On va venir poignet à 139, tout s'en allait à sortir de l'Oubou. La logique est là. C'est plus le fun. C'est pour checker les lumières. C'est ça. Monsieur Huchon. Je n'ai pas tout à fait bien compris tantôt, là, puis je vais juste clarifier. Il y a 40 unités multifamiliales, il y a 33 unités mini-maisons, qui fait 73 unités de condos. C'était quoi? 1,2 cases de stationnement que vous avez figuré? C'est tout ça? 1,7. 1,7? Je dirais en général, dans les règlements municipaux là, typiques, dans des projets intégrés, c'est 1,5. Par exemple, dans des quartiers avec des triplex, des choses comme ça, c'est très souvent 1,5 cases de stationnement par logement. Là, nous, on a mis 1,7. Ce qui représente 124 unités de stationnement. 126 unités de stationnement. 126 cases de stationnement. Voilà. En urbanisme, est-ce que vous avez d'autres exemples de villages comparables à Abercorn qui ont vécu des grands changements comme ça? Puis si oui, c'était quoi les exemples? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Parce que j'imagine que le concept que vous imaginez, quand vous imaginez le concept, vous imaginez autre chose, l'impact dans son environnement. Est-ce que ça fait partie de votre réflexion? Et si oui, où est-ce que ça vous amène tout ça? Je suis sûr d'avoir bien compris. Si l'environnement fait partie de la réflexion pour le concept? L'impact de l'ajout de toutes ces résidences-là dans le village. J'imagine que vous pensez à votre projet, pas juste du projet dans son ensemble, mais de l'impact du projet sur l'environnement dans lequel il est. Donc, ma question, c'est est-ce que vous connaissez, vous, d'autres villages qui ont vécu des grandes transformations comme ça? Absolument. En fait, j'accompagne plusieurs promoteurs immobiliers dans différentes villes. En ce moment, il y a un projet que je suis en train de faire à Saint-Dominique, par exemple, qui est un développement d'une 50aine de logements en triplex en rangée.
exactement projet intégré comme ça. Je dirais que la plupart des développements dans les villages maintenant se densifient parce que le modèle conventionnel est de moins en moins, je dirais, viable. Mais oui, il y a plein d'exemples ailleurs. Là, je dis Saint-Dominique, il faudrait que je pense à d'autres, là, mais il y en a plusieurs autres, certainement. Là. Parce qu'il y a beaucoup à Sutton, je suis sûr qu'il y en a. Oui, mais en fait, la réalité d'Abercorn, ce n'est pas la réalité de Sutton non plus. C'est un peu vers là que je m'en vais. C'est que nous, il y a déjà M. Nadeau qui a posé la question, il y a M. Blanchette aussi qui a fait référence. C'est que nous, à Abercorn, on n'a pas de service, on a très peu de services. Fait que nous, pour le conseil municipal, on doit se préparer à ça. Fait que c'est de voir est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, est-ce qu'on peut s'inspirer de quelque chose qui existe déjà. Est-ce que vous voyez un peu vers ce que je veux dire ou pas du tout? Oui, ben moi, écoutez, j'essaie de proposer des projets qui sont à ma connaissance, puis avec les limites que j'ai, puis les contraintes que j'ai, j'essaie toujours de faire en sorte que le développement s'intègre le mieux possible à l'environnement bâti existant. Puis je pense que la conservation, notamment des bandes d'arbres au pourtour, qui crée une zone tampon entre les quartiers existants et le futur quartier qui va prendre place, qui est Communitas. Je pense que ça témoigne déjà d'un souci d'intégration, je dirais. Le nombre d'étages aussi, qui est limité à 2 étages, comparativement au cadre bâti existant, qui est à 2 étages également. Je pense aussi tout l'aspect communautaire du développement aussi. Je pense que c'est super intéressant. Le fait de laisser la voiture à l'entrée du projet pour accéder à pied, favoriser les saines habitudes de vie. Écoutez, je dirais qu'il y a bien d'autres projets qui auraient été vraiment un désastre, je pense, sur ce terrain-là. Non, je comprends, mais je donne un exemple des garderies parce qu'on en a parlé aujourd'hui au conseil municipal. Tu sais, s'il y a 70 nouvelles familles avec enfants qui se présentent, déjà, il n'y a pas de place en garderie ici. Fait qu'on se dit que c'est un peu comment? On fait des bâtisses. Qui? Il n'y a pas de garderie. Regarde, ils bâtissent 2 écoles neuves à Grimby. On va essayer que le monde est Grimby pour avoir là. Pour l'instant, Phillipsburg a de la difficulté à obtenir des nouvelles places. Ça fait partie des défis auxquels il faut réfléchir, nous, en tant que Je pense que tu as tout à fait raison, Bernard, parce que nous, comme conseillers, le conseil municipal, il faut qu'on regarde tous les aspects du développement futur de l'environnement. Ça inclut un peu les espaces commerciaux, effectivement, le CPA, mais il faut qu'on se pose des questions, c'est clair. Qu'est-ce qui va s'ajouter d'un point de développement? C'est pour ça que c'est important de savoir, puis je reviens aux questions de nos concitoyens, à qui on s'adresse. Parce que si on dit qu'on veut des jeunes familles, moi, mon autre question, c'est à combien vont se vendre les logements? Si on veut attirer des jeunes familles, il faut vendre des logements pas chers. Ça, c'est une information, à mon sens, qui est manquante. Après, si on se dit qu'on s'adresse à des retraités, bien là, c'est d'autres services complètement que nous, on doit prévoir. Fait qu'à mon sens, moi, c'est de l'information que vous devez avoir pour la prochaine présentation. Moi, j'ai une question. C'est Mme Terra qui est tout de suite après. Terminé, monsieur? Oui, merci. Mme Terra? Oui. Le dernier projet que vous avez fait comme ça, est-ce que c'est en quelle ville et est-ce qu'on peut le visiter? Certainement, on peut le voir. Je ne connais pas Saint-Dominique, excusez-moi. Où est Saint-Dominique? Entre Granby et Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Et c'est dans le même style, les mini maisons, les choses comme ça? Ça peut être intéressant de le voir. Non, c'est différent un peu. C'est des bâtiments multifamiliaux sur ce terrain-là. C'est le 7e rang. C'est sur le 7e rang à Saint-Dominique, mais on est en voie de faire des modifications réglementaires pour le projet. Donc, il n'y a rien qui a été public encore jusqu'à présent. Là. Ça a été présenté la semaine dernière. Donc, j'ai pas... Mais si ce n'est pas Saint-Dominique, cette idée-là, où est-ce que vous avez déjà fait ça?
Ou est-ce que c'est une nouvelle idée? Ça À peut ma être. connaissance, ça n'a pas été fait dans beaucoup de villes, je dirais. De OK. là un peu Donc, l'aspect nous pouvons innovant, je être, dirais, du projet. nous pouvons être groundbreakers avec ce nouveau style de projet. Vous pourriez être des pionniers, effectivement. Madame Messier? Moi, ma crainte, c'est que est-ce qu'il va y avoir assez de fonds pour compléter un projet comme ça? Supposons que tout d'un coup, là, il fait faillite. C'est pas complété. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est des condos. C'est des condos. Voilà, j'ai peur un peu que le projet commence, ça tombe à l'eau, Un système de condos. C'est les banques qui sont en arrière. C'est pas beau, je trouve que qu'est-ce qu'ils nous montrent, là, je vois pas qu'est-ce que ça peut avoir l'air, la petite maison, le logement, j'aimerais voir qu'est-ce que ça va avoir l'air. Ça va-tu être une boîte? Tu sais, c'est pas assez clair. Comme madame a dit, les hommes grises, il y en a beaucoup. Merci. Y a-t-il des chances, M. Gauthier, qu'un projet semblable, parce que le concept, c'est pas nouveau, là. Donc, tu sais, de vouloir faire des projets intégrés, concentrés, densifiés. Même si ce n'est pas dans un village, c'est dans une banlieue de Montréal ou quelque chose, savez-vous si des projets semblables ont déjà été mis à exécution dans le passé et qui sont complétés aujourd'hui? Votre micro est fermé. Ça a coupé, j'ai manqué des bouts, désolé, mais oui, c'est un projet intégré. Des projets intégrés, ça se fait partout, là, effectivement. Mais à ma connaissance, avec des stations collectives puis des rues comme ça piétonnes, moi, j'ai rarement vu ça comme ça, là, je dirais. Donc, je dirais que c'est assez différent, là, mais au niveau des projets intégrés, effectivement, il y en a plein que c'est comme ça, là. Je n'ai pas compris comme la deuxième volet de votre question. Non, s'il y avait, parce qu'il y a beaucoup de soucis, des gens qui aimeraient le voir. On est des gens qui sont télévisuels. S'il y avait un projet semblable en quelque part, même si c'est en banlieue ou quelque chose, où ça s'est complété avec la petite maison et un concept semblable de communauté, s'il y avait ça en quelque part, ça pourrait être une référence qui pourrait qui les gens apprécieraient le voir. On peut essayer d'aller voir des concepts puis des projets qui ont été déjà élaborés au Québec ou ailleurs. Je sais que c'est très populaire. Ce type de projet-là est populaire, par exemple, en Finlande, au Danemark. Ils sont très friands de ce type de développement-là. Tout je dirais, le concept de co-living, de co-housing est beaucoup plus populaire en Europe. Mais ce type de développement-là, on l'en trouve un peu au Québec, à ma connaissance. Écoutez, je ne suis pas au courant de tous les développements. Tu sais qu'il y a un développement aussi dans les cantons de l'Est qu'on pourrait s'informer, mais bon, à la deuxième consultation, on pourrait peut-être vous présenter des exemples qui vous donnent un peu une idée à quoi ça pourrait ressembler. Mais encore là, souvent, quand on montre ce genre d'image-là, les gens prennent ça pour de l'argent. Tu sais, c'est difficile de. Après ça, chacun a son interprétation, ça devient trop, je dirais. Mais on peut peut-être vous montrer des exemples tout de même, là. Madame Vizina? Oui. Est-ce qu'il y a des phases de développement 1, 2, 3, 4 ou comment vous prévoyez ça? Parce que c'est beaucoup d'investissements, c'est sûrement pas tout d'un coup. Puis sur combien de périodes vous voyez le développement du projet dans son ensemble? Dur à dire à ce niveau-là. Tu sais, vous comprendrez que là, on est comme à la première étape. Là, on a montré un projet pour susciter une modification réglementaire pardon, pour ensuite, finalement, raffiner le projet. On n'est même pas encore au financement et tout, là. Donc, le phasage va venir éventuellement. Mais clairement, je pense que ça va se faire par phase, là, définitivement. Mais je ne veux pas non plus m'immiscer trop dans le rôle du développeur là, qui a peut-être une idée en tête et tout là-dessus. Là.
c'est difficile à dire à ce niveau-là, mais j'aurais tendance à dire que ça ne sera pas tout d'un coup, peut-être par phase. Merci. Monsieur Lucier qui a levé la main. Vous êtes une vieille main qui est allumée, non? Oui. Allez-y. Ben voilà, une petite question, parce que la tendance étant dans la région, est-ce que dans le projet, c'est un détail, mais quand même dans un sens un peu important, est-ce que les gens, les acheteurs, est-ce qu'il y a comme une espèce de, une sélection que les gens achètent, c'est leur résidence principale ou quelqu'un de Montréal peut arriver pour acheter ça, une résidence secondaire, puis que ça fait une unité qui est plus ou moins occupée? Je pense qu'il n'y a rien de prévu à ce niveau-là, là, que ce soit une maison secondaire ou une maison comme n'importe quel marché, comme n'importe quelle maison à Abercorn qui se vend demain, c'est le plus offrant qui va bider, en bon français, pardon, là, sur la maison. Là. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, c'est difficile de contrôler qui peut acheter les propriétés là, ou quel type de ménage va acheter la propriété, mais la diversité des typologies qu'on propose fait en sorte que ça ne sera pas monolithique comme personne qui va prendre place dans ce type de développement-là. Parce que c'est ça, la question vient aussi en lien avec, c'est pas mal le problème majeur dans la région, le manque de logement et que des gens veulent travailler dans, vous connaissez la chanson, si là, des fois, parce que est-ce que donc c'est comme, c'est dans le marché général, dans le sens c'est libre marché versus il n'y a pas comme des fois, il peut y avoir des exigences X, question de répondre à une demande locale qui est criante et tout le monde est bien conscient. Puis en tout cas, si vous pouvez remettre une suggestion, mais ça pourrait être bien qu'il y ait un pourcentage, je ne sais pas, selon les. Parce que sinon, ça peut être pour les gens de la région, localement, s'il y a un certain pourcentage qui est acheté par des gens d'ailleurs comme résidence secondaire, bien, ça fait encore un peu des trous dans le fromage, comme on dit. Puis ma deuxième question, peut-être plus au conseil municipal, est-ce que, je regardais sur le site Internet, je n'ai pas trouvé, puis je suis un peu un résident récent, est-ce qu'il y a un CCU en ce moment à Abercorn, puis est-ce qu'eux vont avoir une participation dans l'évaluation et tout ça? La réponse est oui, il y a un CCU, la loi d'aménagement d'urbanisme écrit. Et le CCU va s'asseoir, va voir le projet pour l'évaluer et le recommander au conseil. Dernière question rapidement. Est-ce que donc on parlait de phasage, ça, y a-t-il comme une espèce de visée de première construction 2022 ou 2023 ou c'est comme encore flou que c'est. À date, il n'y a pas de. On n'a même pas encore commencé à décontaminer le terrain. Donc, je dirais qu'on est assez préliminaire pour vous donner des dates là, et tout. Là. Les modèles ne sont même pas encore développés non plus. On n'est pas. C'est difficile de donner une date comme ça, mais bien entendu que le développeur veut aller le plus rapidement possible, là, à mesure qu'il peut, avec la décontamination, avec l'aval aussi du comité consultatif, du conseil et tout. Il y a quand même plusieurs étapes qui nous restent à faire aussi. Merci, M. Lucier. Merci, M. Gauthier. Merci. Donc, y avait-il d'autres questions dans ce cadre? Oui, moi j'aurais des questions, je m'excuse. Est-ce que vous m'entendez? Oui, M. Palomares, on s'entend très bien. OK, génial. Bonsoir tout le monde. M. Gauthier, je trouve ça un peu bancal là, comme projet, même si vous êtes à l'étape du financement. Il y a beaucoup d'informations qui me donnent l'impression qu'ils vont être bougées, qui vont bouger, qui ne sont pas coulées dans le béton. Ça m'agace. J'aimerais ça aussi savoir dans le futur quel est l'impact sur l'augmentation des taxes pour les citoyens.
Et j'imagine que le prix ne sera pas écologique non plus, étant donné que l'écologie coûte cher, construire écologique coûte très cher. Puis on sait que la majorité des gens qui quittent la ville, ben, c'est des résidences secondaires aussi. Et je crois que le mandat, en fait, ce qui avait été suggéré par la nouvelle administration conseillée, c'était d'accueillir plus de familles. Donc ça, c'est un truc qui me tracasse aussi. Je souhaite surtout que dans le conseil, il va y avoir beaucoup de transparence dans ce dossier-là, parce que c'est un gros projet. Puis aussi, la responsabilité, étant donné que c'est beaucoup de bâtiments en un seul coup, faudrait pas qu'on tombe avec un village fantôme, une partie du village fantôme, des bâtisses délabrées, pas finies, parce que ça, c'est arrivé dans beaucoup d'autres pays. Moi, j'ai voyagé, puis j'en ai vu des endroits comme ça. Donc, je vous suggère de faire attention, de construire 70 logements one-shot comme ça peut être un peu risqué. Surtout que le prix, l'inflation commence à monter, c'est incroyable. Tout augmente, donc ça, c'est à voir aussi, là. Donc, ma suggestion aussi pour la prochaine réunion publique, là, d'avoir des informations beaucoup plus précises, parce que là, c'est pas un achat de tracteur ou de voiture, ou c'est vraiment un très gros projet qui va changer le caractère du village, effectivement, puis ça va changer un peu le côté coquet du village, là. Petite famille, écologie. Je trouve que le passage de l'écologie, c'est une bonne tactique de séduction, mais il faut faire très, très attention parce que ça va être le but. En fait, le bénéfice du village, quel est-il par rapport au bénéfice du promoteur et quel est le détriment par rapport au voisinage? Parce que moi, je suis propriétaire de la parcelle qui est mitoyenne à ce projet-là, et avoir 126 parking, ça me fait un peu peur, là. J'ai pas envie que ça devienne comme H. Grégoire, là, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, c'est pas mal ça. C'est plusieurs questions, c'est plusieurs concerns. Et c'est pas mal ça. Surtout sur le stationnement, je sais pas comment vous allez faire pour que ça soit quand même beau et discret, là. Ça me questionne. Merci. Merci, M. le Président Marès. Voulez-vous commenter, M. Gauthier, ou... Oui, ben, écoutez, plusieurs questions, mais au niveau des stationnements, je pense qu'il y a moyen de les dissimuler, soit avec des talus, de la végétation. On est quand même aussi, il faut dire qu'on est en arrière-terrain des bâtiments qui sont sur la rue Thibault aussi, là, donc il ne faut pas penser le stationnement va nécessairement sauter aux yeux de la rue Thibault, là. Donc, il est assez camouflé. Il pourrait être camouflé à ce niveau-là, puis on a déterminé, en fait, vous voyez quand vous allez voir les plans plus précisément, vous allez voir qu'entre chaque espace de stationnement, il y a des bandes de 3 mètres de végétation. Cette largeur-là suffit au système racinaire pour que les arbres puissent se déployer, des arbres à grand déploiement puissent se déployer, créer une canopée qui est intéressante. Donc, tu sais, tout a été prévu aussi pour amoindrir l'effet du stationnement. Au niveau du projet là, bancal, écoutez, je veux dire, c'est très difficile d'aller plus détaillé que ça à ce niveau-là. On ne va pas commencer à engager des architectes pour développer des plans et devis d'architecture quand on ne sait même pas si on peut faire du résidentiel sur ce terrain-là, vous comprenez? Donc, il y a des étapes à suivre. Écoutez, on a été dans le plus détaillé qu'on pouvait à cette étape-ci. Puis, soyez sûr que le comité consultatif, de toute manière, doit passer en revue le projet. Il y aura une deuxième consultation publique aussi qui sera mise en place par le conseil. Donc, je pense que la procédure est assez je parle pour le conseil, je ne devrais peut-être pas, mais rendu là, je trouve que c'est relativement transparent. Puis, voilà, au niveau des familles et tout, vous dites, on voulait avoir une offre pour des familles. J'ai dit plusieurs fois aussi là, dans la rencontre, c'est différents logements avec différentes superficies qui peuvent accommoder, oui, des familles. Certains, dans les multifamiliales, on parlait de plus d'espace de 700 pieds carrés. Ça peut accommoder un couple ou des retraités. Donc, je pense qu'on est au balbutiement du projet, dépendamment de la demande. Le projet pourrait être appelé à se modifier dépendamment de la demande aussi, là, mais clairement, il y a une énorme demande de logement dans la région. Je ne suis pas très inquiet, je dirais, à ce niveau-là. Non, je suis d'accord avec vous. Il y a une grande demande de logement, mais par rapport au coût, au salaire de la région et tout, il faut être relatif parce que les gens qui sont en ville et qui viennent en campagne n'ont pas le même salaire ou revenu que les gens qui travaillent dans la région. Ça, c'est une réalité.
Tout ce que je veux dire, moi, j'ai aucun problème avec l'augmentation dans le village. Abercorn a une structure, a déjà une structure. D'ailleurs, moi, j'ai un droit acquis pour un commerce sur la propriété que j'ai. Donc, je suis curieux d'avoir les détails du règlement, du changement de règlement, parce que je veux pas que ça m'empêche à moi dans mes projets au détriment de 70 logements cordés à 4 mètres de distance. Là. Donc, c'est juste ça mon point. J'ai aucun problème avec le fait de restructurer Abercorn, qu'il y ait des petits commerces, tout ça. Mais si vous êtes pour mettre tout résidentiel, comme Mme Taylor a bien mentionné, je la remercie pour ça, il va falloir garder des espaces commerciaux quand même, parce que ça serait bien de faire rouler un petit peu l'économie locale, parce que vous êtes dans l'écologie, donc locale, et donc d'avoir des gens d'ici qui ont des petits commerces, qui ont le droit d'avoir un petit commerce dans une zone commerciale. C'est juste ça, il n'y a aucun problème, mais c'est une question d'équilibre. Donc, voilà, pour ma part, j'ai pas mal fait le tour. J'espère juste que vous allez avoir des détails un petit peu plus solides pour la prochaine étape. Merci. Merci, M. Bonamez. Il y a eu un commentaire sur Zoom qui vient de Mme Godot qui mentionne pour ceux qui sont curieux de ce qui se prépare tout près de chez nous, le projet Nidazo à Fredericksburg va un peu dans le même sens. Puis Nidazo, N comme novembre, IDAZO.ca. Donc www.nidazo.ca. Et puis, ça semble quelque chose. Et de la même façon, on augmente significativement la quantité d'habitants au cœur du village. Merci. Donc, est-ce que ça clôt la rencontre? Les gens commencent à mettre le manteau, donc, puis ça va. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore la consultation publique et peut-être on va se reparler, M. Gauthier, pour voir comment répondre. Je pense que vous avez quand même un bon coup de ce qui est dit, puis vous comprenez. Les gens ont eu le conseil de savoir un peu plus où on s'en va avant de dire oui à tout. Excellent. Absolument. Excellent. Bon, on vous remercie à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée. Au prochain. Merci. Oui, bonne soirée. Merci pour vos bonnes questions. Très intéressant. Ouais. Bonne soirée.